Bonjour à tous, c'est Necronomicon et bienvenue sur ma troisième chaîne YouTube. Pourquoi troisième? Parce que j'en ai eu deux avant, oui, évidemment c'est le principe. La première j'étais très jeune et franchement c'était pas bien. Et la deuxième c'était l'année dernière mais j'ai perdu le mot de passe donc je recommence ici, super. Il y a une playlist sur cette chaîne qui doit s'appeler un truc comme ancienne chaîne où il y a trois vidéos du coup, deux qui parlent de rap pas giga connu et une qui parle de rap un peu plus connu. N'hésitez pas, c'est pas si mal et ça peut vous intéresser. Mais aujourd'hui, on va pas du tout parler de rap. Aujourd'hui, on va parler de Tolstoï, de géopolitique et de pourquoi c'est pas chiant. Aujourd'hui, on parle d'Haji Murat. Donc, Haji Murat, c'est un roman de Léon Tolstoï qui est sorti entre 1912 et 1917, après la mort de Tolstoï. Et Tolstoï, si vous le connaissez pas, c'est un auteur vraiment très très connu, mais que beaucoup de gens n'ont pas lu parce que c'est super long. Mais en fait, il a écrit des bouquins moins connus que Guerre et Paix et Anna Karenine, qui sont ses œuvres majeures. Et les bouquins moins connus qu'il a écrits sont beaucoup moins chiants, donc n'hésitez pas. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Haji Murat. Haji Murat, c'est donc l'histoire du personnage éponyme, qui est un chef de guerre pendant la guerre du Caucase, et un des leaders de la résistance caucasienne. Et là, ça va devenir vraiment, vraiment bordélique. Parce que le roman en soi, il y a déjà beaucoup de choses à dire dessus. Mais en plus, ça serait cool d'expliquer tout le contexte de la guerre du Caucase pour comprendre le bouquin, parce que quand j'ai commencé à lire, j'ai dû ouvrir Wikipédia et 50 onglets pour comprendre qui étaient les personnages, pourquoi ils faisaient ça, et qu'est-ce que c'était que ce bordel. Et donc, si vous n'êtes pas russe et que vous n'êtes pas familier avec la guerre du Caucase, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer plein de trucs très cool. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la guerre du Caucase, puis on parlera du livre, et enfin, on parlera des enseignements et des leçons qu'on peut en tirer. La guerre au Caucase, c'est un conflit qui a opposé la Russie à différents groupes résistants à partir de 1816. Donc la Russie, à ce moment-là, la Russie des tsars, veut s'étendre en envahissant le Caucase, et une résistance se forme. Le Caucase, ça correspond essentiellement à l'actuelle Tchétchénie, Géorgie et Daghestan. Et Hadji Murat est originaire du Daghestan, qui aujourd'hui est une république fédérée russe. Et d'ailleurs, le combattant de MMA Khabib Nurmagomedov vient du Daghestan. Et vu Hadji Murat et Khabib, je pense que c'est vraiment un pays de guerriers parce que les deux sont vraiment badass. Donc, la Russie essaie d'envahir le Caucase et les peuples locaux, essentiellement des peuples montagnards musulmans, essaient de lutter et de maintenir une résistance. À partir de 1834, les groupes résistants se fédèrent et sont menés par un imam qui s'appelle Shamil. Cet imam est avare, pas le trait de personnalité, c'est une peuplade du Caucase. Et Hadji Murat, qui jusqu'ici est un héros de la résistance, reconnu parce qu'il était celui qui arrivait le plus à rivaliser contre les Russes et qu'il avait fait des grandes batailles, décide à ce moment-là de changer de camp et de rejoindre les Russes parce qu'il s'oppose à Shamil. La raison n'est pas expliquée en détail dans le livre. Dans le livre, on sait surtout que Shamil a kidnappé la famille d'Haji Murat, mais on n'a pas tant d'explications. Dans les faits, c'est parce que Shamil est muride. Les murides, c'est une forme d'islam, comme les chiites et les sunnites. Et Haji Murat considère que le muridisme est dangereux. J'ai pas de source de pourquoi et j'ai pas de source de quel type d'islam pratiquait Haji Murat, donc j'en sais pas plus. Et pour résumer, plus tard, Haji Murat retournera avec Shamil et quittera donc son alliance temporaire avec la Russie. Et malgré tout, la Russie sortira victorieuse de ce conflit et récupérera des parts de territoire. Donc maintenant qu'on a parlé du contexte historique, de la guerre au Caucase et du personnage d'Haji Murat, je pense qu'il est l'heure de s'intéresser au roman. Donc ce roman est le portrait du personnage historique d'Haji Murat, mais est malgré tout romancé, et il y a surtout une modification de l'histoire qui m'a sauté aux yeux, et je suis presque sûr que c'est une des seules, c'est la fin d'Haji Murat et donc sa mort. En effet, donc comme je l'ai dit, dans la réalité, il a fini par retourner avec Shamil, mais dans le livre, au moment où il fuit pour justement retourner dans la résistance, il est tué par les Russes, et donc meurt avant son second changement de camp. Le fait de faire ce choix de la part de Tolstoï peut avoir deux sens. Le premier, c'est que c'est dans un but moral, à savoir de correspondre à la morale du Chardon, et donc inclure la scène de la mort d'Haji Murat. La morale du Chardon, j'expliquerai ce que c'est après. Ou alors, c'est purement nationaliste pour montrer que personne, aussi fort soit-il, même un guerrier comme Haji Murat, personne ne peut rivaliser face à la Grande Russie. Et peut-être une raison d'époque, à savoir que officiellement, il y a peut-être moyen que Haji Murat se soit fait tuer par les Russes à ce moment-là, et que donc Tolstoï n'ait pas eu trop le choix que de dire ça. Mais j'ai rien trouvé là-dessus. Si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas. À part ça, le livre colle très bien à la réalité. À savoir qu'il y a beaucoup de notes et beaucoup d'informations complémentaires dans le livre, qui donc citent des dates, des personnages et des lettres pour clarifier certains éléments qui paraissent évidents pour les personnages et qui paraîtront évidents à tous les experts de la guerre du Caucase qui le liront. Pour ma part, je connaissais même pas l'existence de ce conflit,
Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant je vais vous parler de mon expérience du livre. Et je trouve que c'est un livre qui était très sympa à lire. Tolstoï, ça peut rebuter des gens, de se dire ok, ça va être comme Guerre et Paix, ça va faire 2000 pages, j'ai pas envie de ça. Alors ça se lit pas comme n'importe quel roman malgré tout, parce que c'est compliqué, tu te retrouves à faire des recherches sur la guerre du Caucase, mais normalement après cette vidéo vous connaissez relativement la guerre du Caucase, ou en tout cas suffisamment pour lire Jim Watt et comprendre, mais vous aurez quand même besoin d'aller tout le temps au lexique à la fin, parce qu'il y a des mots en russe, en tchétchène, en caucasien, en daguestanais, donc ouais ça se lit avec 2 marque-pages, mais c'est quand même cool. Et maintenant, je vais vous parler des enseignements et des leçons qu'on peut tirer de ce livre. La première, c'est donc la morale du chardon, comme je vous le disais. Et donc, la morale du chardon, c'est ce qui encadre le livre. À savoir que le livre commence par une histoire de Tolstoï qui raconte comment il a été inspiré pour écrire ce livre. À savoir qu'il était dans un champ pendant une promenade et qu'il a vu un chardon dans un fossé. Et qu'en voulant le ramasser, il s'est penché, il s'est piqué sur le chardon, il a failli se blesser. Et qu'il s'est dit que ce chardon avait une vraie énergie vitale, qu'il ne se laissait pas prendre facilement et que celui qui voulait le tuer devait le mériter. Et ça lui a rappelé la mort d'Adjimwat et à quel point il s'est battu jusqu'au dernier moment. Et on trouve déjà un indice sur le deuxième élément majeur, à savoir la notion d'honneur. Le sujet n'est pas directement abordé dans le livre, mais honnêtement, tous les personnages transpirent l'honneur et le respect des honorables. Donc, premièrement, on a le personnage de Vorontsov. Vorontsov, c'est celui à qui se rend Adjimwat, qui est un prince russe, qui est celui qui dirige le Caucase pendant la conquête. Et donc, Vorontsov est premièrement le fils d'un héros de guerre, donc Adjimwat respecte cette lignée. Et secondement, Vorontsov est celui qui a vaincu Napoléon pendant la campagne de Russie. Et Adjimwat respecte énormément ses capacités de guerrier. Et Vorontsov, lui, respecte Adjimwat parce que malgré son passé d'ennemi, il sait qu'Adjimwat est un grand guerrier et il y a un aspect honneur des guerriers. Le fait qu'il est l'un des seuls à penser que Adjimwat n'est pas là pour les trahir parce qu'il sait qu'un guerrier ne ferait pas ça. Et on a aussi la question religieuse, à savoir que comme je l'ai dit, Adjimwat est musulman et tous les personnages russes sont orthodoxes. Et plusieurs fois, la question religieuse d'Adjimwat est très importante, puisqu'on le voit par exemple plusieurs fois demander des endroits où prier, on le voit prier pour sa famille, et on sait qu'il passe plusieurs jours sans manger et a essentiellement prié. Et aucun personnage ne l'attaque pour ça. Alors on pourrait penser que juste ils s'en foutent, mais rappelez-vous qu'on est dans la Russie du 19e, donc je pense que c'est essentiellement qu'il y a une forme de respect, mais là c'est aussi une supposition de ma part, mais je trouve que la manière dont était abordé l'islam d'Adjimwat me laisse penser que c'est pour montrer son honneur et le fait que même s'il n'est pas orthodoxe, sa foi fait de lui quelqu'un d'honorable. Et donc on pourrait tirer une sorte de morale du livre, à savoir respectez les honorables, attaquez-vous à ceux qui ne méritent pas d'être honorés, ne les attaquez pas réellement, mais il y a des passages avec des conflits avec d'autres personnages moins honorables que Vorontsov. En conclusion, Adjimwat c'est du Tolstoï, mais c'est pas chiant, et vous apprendrez des trucs sur un conflit vraiment peu connu. Les personnages sont badass et plein d'honneur, c'est très sympa. Si ça vous dérange pas un livre où il faut faire des recherches et où vous êtes tout le temps à aller à la fin pour comprendre des trucs, c'est vraiment cool et ça peut vous mettre un pied dans la littérature russe ou dans l'œuvre de Tolstoï sans trop de difficultés. N'hésitez pas. Au revoir, c'était Necronomicon.